vais vous remettre un peu le contexte. Élection anticipée à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges qui vote à 60% pour le NFP durant les législatives. Voilà. 60% durant les législatives. Et du coup, la France Insoumise se dit, eh bien, on parachute Louis Boyard au municipal de Villeneuve-Saint-Georges, parce que c'est aussi la ville la plus jeune et la plus pauvre du département. Et que la stratégie de la France Insoumise, c'est les banlieues, les classes populaires, les jeunes. Louis Boyard, boum, normalement c'est quintet-gagnant. Et donc, ils envoient Louis Boyard, sans trop de consultation avec le reste de la gauche, évidemment, bien sûr que non, il ne faudrait surtout pas envoyer le NFP. À cette époque-là, pourtant le torchon n'avait pas autant brûlé. Hein. Et ben voilà, Louis Boyard a perdu. Hein, il a perdu visiblement un scrutin qui était impossible à perdre. Nous disait-on il y a 2 semaines. Moi, quand j'en parlais avec des gens que je connais à LFI, ils me disaient, mais de toute façon, Louis Boyard va gagner. On n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin du PS, on n'a pas besoin du PCF, on n'a pas besoin de l'Europe Écologie Vert, on va gagner 100. Bon, ben Louis Boyard a perdu. Louis Boyard a perdu, mais toute la communication de la France Insoumise nous fait passer ça pour une victoire. Alors moi, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se féliciter qu'une ville la plus pauvre et la plus jeune, visiblement, du département, soit tenue désormais par les Républicains. Voilà, vraiment, bonne question. Alors, on va lire de la presse un peu de droite, hein, bien sûr. Du coup, à Villeneuve-Saint-Georges, la défaite sans appel de Louis Boyard ravive la guerre des gauches. Donc, lecture de cet article du Parisien. Après la défaite de leur candidat lors des municipales anticipées, les Insoumis relativisent leur contre-performance, rejetant la faute sur leurs partenaires de gauche, lesquels fustigent la stratégie de confrontation de LFI, évidemment. Ah oui, il faut que je m'abonne pour lire la suite. Pourquoi ? J'ai pu le lire tout à l'heure. Parce que j'ai un anti-paywall sur mon... Bon, peu importe, je vais vous en extraire l'essentiel. Voilà, vous allez me faire confiance. Ce qui s'est passé, c'est un cas d'école, finalement. C'est un cas d'école. La stratégie électorale, c'est de dire que c'est ce genre de scrutin, ce genre de ville qui nous fera gagner les présidentielles, et qu'on n'a pas besoin des traîtres et des autres pour y aller. On peut y aller seul, dans un rapport de confrontation avec le reste de la gauche. Il se trouve que Louis Boyard est arrivé en tête de l'élection au premier tour, avec quasiment 25% des voix, sauf que, comment il s'appelle le gars, j'ai noté quelque part, Daniel Henry, communiste, est arrivé 3e avec 21% des voix. Une liste dans laquelle il y avait a priori des PS et de ELV. Et donc, Daniel Henry décide de proposer à Louis Boyard un accord sur, eh bien, on fusionne nos listes, et donc il faut que tu panaches ta liste avec des éléments de notre liste pour qu'on fasse front commun et qu'à partir de maintenant, on fasse l'union des gauches durant l'entre-deux tours, finalement, pour la finale, pour le dernier tour, pour le second tour, qu'on fasse finalement une candidature NFP, que tu prends le lead, tu prends la majorité des élus, mais tu nous inclus dedans, parce que, voilà, bon bref, du coup, union des gauches au second tour. Basé sur la proportionnalité des résultats. La France Insoumise refuse. Du coup, Daniel Henry retire sa liste pour être sûr de ne pas non plus, faire perdre Louis Boyard, et dit, bon, bah, on fait barrage, on fait de barrage. Mais du coup, il n'appelle pas directement à voter pour la liste LFI. Et du coup, Louis Boyard fait 38%, il perd, alors qu'il y a 2 listes de droite au second tour, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a, je crois, le maire sortant et la personne élue là, de chez LR, qui, au passage, elle est soutenue par tout le gouvernement, etc. Donc voilà, un soutien sans participation. Louis Boyard perd, visiblement personne ne le voit venir. Cette victoire est travestie comme étant... Enfin, cette défaite est travestie comme étant une victoire parce que, oh, mais la gauche, elle a fait plus 11% par rapport au municipal d'avant. Oui, mais 60% de voix NFP.
aux législatives. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, 2/3 des gens de cette commune ont glissé un bulletin dans l'urne Nouveau Front Populaire. Quand même. Et donc, nous avons Mathilde Panot, nous avons Manuel Bompard, nous avons Jean-Luc Mélenchon, qui accusent les alliés du NFP, les autres du NFP, à qui ils ont refusé l'accord, hein, d'avoir saboté Louis Boyard et de n'avoir rien fait pour s'opposer du coup à Christelle Niasme, du coup la nouvelle maire, en disant on était seuls contre tous. Et le boulard, hein. Au bout d'un moment, le boulard. Hein. Et il y a même Manuel Bompard qui dit qu'il y a une responsabilité immense des forces de gauche, notamment du Parti Socialiste, puisque le Parti Socialiste aurait repris les campagnes de dénigrement des médias fascistes contre la liste de Louis Boyard, et que le Parti Socialiste aura contribué au maintien au pouvoir de la droite la plus extrême, alors qu'ils ne se sont pas maintenus. Hein. Je trouve ça délirant. Je trouve ça délirant. Vraiment, je ne comprends pas. La stratégie a été perdante. Voilà, vous avez voulu partir seul dans une ville que vous pensiez imperdable, vous avez perdu. Vous avez réussi à faire élire une maire LR dans une commune jeune et pauvre. Pas parce que c'est la faute au PS ou machin, parce que ils ont décidé de partir seuls. Ceux-là même qu'ils reprochaient au Parti communiste, à Europe Écologie Les Verts, ou encore au PS, pour les sénatoriales, par exemple, au passage. Hein, voilà, si jamais on doit rappeler. Et cette stratégie a été perdante. Cette stratégie a profité à la droite. Eh ben tiens donc, personne n'avait vu venir ça. Tiens donc, c'est comme si, en fait, le vote Nouveau Front Populaire, c'était pas le vote LFI. Tiens donc. Moi, je suis décontenancé. Il y a même Louis Boyard, du coup, qui a fait son meilleur tweet pour accuser le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste de ne pas avoir fait leur part dans cette campagne et de ne pas l'avoir assez soutenu, alors qu'il les a quand même envoyés chier pour un accord municipal qui est somme toute assez classique, hein, vraiment, c'est des trucs qui se font de base, c'est des trucs de base. Eh ben, ils ont préféré perdre la ville et que la ville tombe aux mains de la droite plutôt que devoir partager le pouvoir avec le reste de la gauche dans cette ville. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire, voilà, non mais les voix qui manquent de toute façon c'était les abstentionnistes. Alors faut savoir, au bout d'un moment, désolé, hein, camarades de la France Insoumise, il faut savoir. Si on n'a pas assez de voix pour gagner, c'est parce que on n'a pas réussi à convaincre les abstentionnistes, parce qu'apparemment le réservoir de voix c'est l'abstention. Là l'abstention à Villeneuve-Saint-Georges, il crève le plafond, visiblement, malgré Louis Boyard, hein, malgré tout ça. C'est comme si, visiblement, quand la gauche partait désunie, ben, les gens de gauche avaient vachement moins envie de voter, aussi, hein, notamment. Ou alors, est-ce que les voix des autres, elles sont volées par ce qui sont censés être les alliés de la gauche du Nouveau Front Populaire. Il faut savoir, au bout d'un moment, c'est l'un ou l'autre, quoi. Vraiment. Dans les deux cas, de toute façon, la stratégie, quelle qu'elle soit, elle est perdante. Elle est perdante. Vraiment. Là, c'est pas à la hauteur. Donc bon, écoutez. Donc là, c'est parti en boucle pour nous expliquer que, oui, mais quand même, on a fait plus X% de voix par rapport à il y a 6 ans, la gauche, globalement. Donc en fait, si on regarde par rapport à la dynamique, on regarde quoi? Arrêtez! Vous pouvez pas dire il y a 2 semaines, c'est tout cuit, c'est déjà gagné, il a déjà gagné parce qu'on a fait 60% des voix NFP il y a 6 mois et que le NFP c'est LFI. Et puis nous dire, maintenant que c'est la branlée, dire oui mais en fait c'est pas vraiment une branlée parce que si on regarde vraiment dans les chiffres de machin, dans les chiffres de quoi de machin? Enfin au bout d'un moment, moi je suis en colère.
C'est vraiment... c'est petit, quoi. C'est vraiment... c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment. Sur la motion de censure. Ah oui, vous voulez qu'on parle de la motion de censure? Oui, je pensais que le Parti Socialiste voterait la motion de censure. J'ai parlé avec un de mes contacts au Parti Socialiste la veille. Lui-même ne savait pas, alors qu'il bosse pour le groupe, s'ils allaient la voter ou pas. Ils ne l'ont pas voté. Ils ne l'ont pas voté, mais ils en ont déposé une autre, disant que celle-là, par contre, ils allaient la voter et qu'ils invitent tout le monde à la voter. C'est une que le RN ne votera pas. Donc moi, je pense, toujours, j'espère, que le Parti Socialiste, dans 3 ou 4 mois, redéposera une motion de censure que tout le monde votera au moment où les gens pensent que l'Assemblée sera de nouveau, comment dire, renouvelable. Mais bon. Alors que on rappelle qu'elle ne sera elle sera jamais de nouveau dissoute. Hein. Il y a aucune raison. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron irait dissoudre l'Assemblée nationale quand il peut gouverner encore plus à droite que ce qu'il pouvait quand il avait plus de députés? Expliquez-moi, vraiment, je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Pour moi, voilà, dans aucun monde. Le Parti Socialiste pense que le gouvernement, enfin, une bonne partie des, il faut savoir qu'une bonne partie des députés PS, malgré tout, voudraient, hein, auraient voulu censurer. Je pense qu'ils se disent qu'il n'est pas temps. Ils vont jouer la carte de la responsabilité de, on a quand même voté le budget parce qu'on est responsable, et ça a été le principal argument que j'ai entendu. Et en fait, surtout, enfin, qu'on se le dise, tout ça, c'est fait pour consommer le divorce entre comment dire, entre la France Insoumise et le Parti Socialiste sur les questions de stratégie. Alors Valek, le Belge qui vient nous dire vous avez le niveau chez vous est bas alors que vous vous moquez de chez nous, c'est pas nous qui avons Bart de Wever en Premier ministre en ce moment, hein. Malgré le cordon sanitaire, paraît-il. Quand même, si je peux me permettre. Pour moi, ce n'est pas responsable de ne pas voter la motion de censure et de s'abstenir. Le problème, vous savez, c'est ce qu'on avait fait pour la dernière motion de censure, et je n'avais pas été voir le sondage IFOP, mais si vous voulez, on va voir le sondage IFOP pour la motion de censure. Parce que je pense de pourquoi est-ce que le Parti Socialiste n'a pas voté la motion de censure, suffit juste de regarder le dernier sondage IFOP, on saura. Les militants politiques et les sympathisants ont des visions et des orientations vraiment très différentes en politique, et un regard sur la politique qui n'est pas du tout le même. D'ailleurs, tiens, je vais regarder le sondage sur Bruno Retailleau. Tiens, ça va m'intéresser, ça. Alors, motion de censure. Est-ce qu'il y a un sondage qui a été fait là-dessus? Ouais, il y en a un. Un sondage Elab. Bah regardez, je suis sûr qu'on va avoir la réponse. Bah, bah, bah. Alors. On va essayer de le choper. Il est où? Il est où? Parce qu'en fait, le PS, ils ont dû aller voir ça. Ah non, mais bon. Sondage Elab. On va aller voir nos études et sondages. On me dit qu'il ne faut pas gouverner avec les sondages, mais nos gouvernants gouvernent avec les sondages. Évidemment.
Hop. Alors. J'arrive, hein. Attends, sinon, on passe directement sur le fait. Oui, musique de haut, ouais. Donc, ça, on s'en fout. En gros, les Français pensent que le gouvernement sera nul. Pour autant, 6 Français sur 10 ne souhaitent pas la censure du gouvernement Bayrou. Les électeurs du NFP sont très divisés. En gros, c'était moitié-moitié. Un tiers des sympathisants du PS ne voulaient pas censurer François Bayrou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, pardon. 2 tiers des sympathisants du PS ne voulaient pas censurer François Bayrou. À partir de là, et les électeurs du RN sont plutôt pour la non-censure. À partir de là, c'est finito. C'est finito. C'est à cause de Jospin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez qu'on regarde les Français par rapport aux propos de François Bayrou sur l'immigration? 74% des Français partagent le constat fait par le Premier ministre qu'il y a aujourd'hui un sentiment de submersion migratoire. 93% du RN valide les propos, 91% de LR, 75% des macronistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une partie du PS. Alors, il y a quand même quasiment un électeur du NFP sur 2 qui partage le constat de François Bayrou sur la submersion migratoire, avec notamment une bonne partie du PS, un peu plus de la moitié des sympathisants du PS. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, dès l'instant que l'électorat du Parti socialiste ne veut pas censurer, le Parti socialiste ne censure pas. Et quand l'électorat du Parti socialiste voudra censurer, le Parti socialiste censurera. Vous voulez qu'on regarde le regard des Français sur François Bayrou? Sur Bruno Retailleau, pardon. Considéré comme le leader de la droite française par 16% des Français. Bon, ça va, c'est pas énorme. Une majorité des Français ne reconnaît aucune des personnalités, donc ni de Wauquiez, ni de Larcher, ni de Retailleau comme étant représentants de la droite. Tant mieux. Ils ont l'air de se prendre la tête à droite pour savoir si Retailleau, c'est le bon cheval. Putain, il inspire confiance à beaucoup de gens quand même, hein, selon ce sondage. Hein. Un mois après la formation du nouveau gouvernement, une courte majorité de Français est satisfaite de son action en tant que ministre de l'Intérieur. C'est vraiment des pigeons, les Français. Les Français sont des pigeons. Les Français sont des pigeons de ouf. La question est mal posée sur est-ce que vous pensez qu'il y a un sentiment de submersion migratoire, ça veut pas dire est-ce qu'il y a une submersion migratoire. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La question elle est mal posée et la question elle est mal posée peut-être pour gonfler les chiffres. Toujours est-il que c'est quand même assez alarmant. C'est surtout alarmant, bon, pas tant sur les questions de gauche, les questions à gauche. Surtout, c'est de voir à quel point l'électorat du RN, l'électorat de LR et l'électorat des macronistes sont absolument en face sur les questions migratoires aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un des enseignements du sondage, en l'occurrence. Sur la question de la motion de censure, l'enseignement, il est simple. C'est que le Parti socialiste a décidé... Moi, j'ai fait le gars, là, un peu sur Blue Sky, qui ne comprend pas. Parce que moi, je ne comprends pas. Pour moi,
Le pari, il est compliqué pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste, en gros, prend le pari que si la moitié des Français sont contre la censure de François Bayrou et que la France insoumise censure, alors le Parti socialiste marque la différence en ne censurant pas. Surtout que son électorat de cœur, pour les 2/3, souhaite qu'il n'y ait pas de censure. On remarquera que l'électorat de Europe Écologie Les Verts, dans les mêmes proportions, ne souhaitait pas de censure, mais Europe Écologie Les Verts a quand même censuré. La question, c'est est-ce que tu comptes te rebaser sur le NFP demain pour te faire élire? Parce qu'en réalité, c'est ça la question. Si demain, si le Parti Socialiste fait le pari, comme je le fais, qu'il n'y aura pas d'élection législative avant 2027, ils n'ont plus besoin du NFP. Ils s'en battent les couilles. S'ils font le pari que si demain, il y a de nouvelles élections législatives, mais que LFI part sans le PS, de toute façon, ils s'en battent les couilles d'ailleurs du coup de continuer et de se baser sur le NFP. Et ils peuvent aussi faire le pari que les Français auront oublié et que en fait les Français ne leur en tiennent pas particulièrement rigueur. Donc ils assument une stratégie différente. Ils assument leur rupture vis-à-vis de la France insoumise en termes de stratégie. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend, ça. Toujours est-il que je pense, malgré tout, que le Parti socialiste, à terme, va censurer François Bayrou. Parce que là, il se retrouve dans une position compliquée. Il se retrouve dans la position de tout le monde va spammer pendant 3 mois que c'est eux qui protègent le gouvernement. Ça va les faire chier au bout d'un moment. Après, c'est ce qu'on disait déjà d'eux quand ils votaient la censure. Alors maintenant qu'ils la votent plus, ça va pas ça. Ouais, ça va clairement pas s'arranger, mais c'est vrai qu'on le disait déjà avant. Ça spammait traître, trahison, déjà avant qu'ils ne votent pas. Est-ce que ce non-vote est une trahison? Moi, je ne pense pas que ce soit une trahison. En l'occurrence, le Parti socialiste est fidèle à son électorat. En ça, c'est plutôt pas une trahison. C'est une trahison à l'égard des électeurs les électeurs de la France insoumise. Mais tout comme les électeurs de la France insoumise ont pris des prises de position qui déçoivent les électeurs du PS qui ont voté pour les candidats à la France insoumise de leur circonscription. C'est sûr. Donc ils nous ont sorti ce truc de on censure pas le budget parce qu'on a besoin d'un budget pour la France, comme s'il n'y en avait plus. Alors qu'il y en a un. Mais on censurera après sur un sujet sur lequel personne ne va les rejoindre. Comme ça, ils font chat perché, comme ça, regardez. Nous, on n'était pas contre la censure, juste on voulait pas censurer le budget. Mais on voulait quand même censurer le gouvernement. Voilà. Et quand leur électorat et les indécis qui cherchent à récupérer... En fait, faut pas croire, mais le Parti socialiste fait campagne sur son centre, hein, c'est historique, comme depuis toujours, et ils font campagne sur les indécis. Quand assez d'indécis en auront marre de François Bayrou et de ses sorties à la con, ou marre de Retailleau, eh bien, à ce moment-là, le Parti socialiste sortira du bois et dira « on a tout essayé, blablabla ». Je pense que c'est ça qui nous attend. Ah mais la France insoumise ne veut rien faire avec le gouvernement, c'est une vérité, c'est pas que ton impression, c'est une vérité. Et moi je pense qu'il ne faut rien faire avec ce gouvernement, parce que ce gouvernement est illégitime. Moi j'en suis convaincu, moi je pense que le Parti socialiste aurait dû voter la censure. Mais je suis pas électeur socialiste. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en mode non mais François Bayrou, faut lui laisser une chance quand même, au bout d'un moment le pays est bloqué, il faudrait débloquer le pays, c'est ça être responsable. C'est terrible, mais beaucoup de vieux ont ce discours. Et les vieux, ils votent potentiellement François Hollande dans 3 ans. Donc, si on prend comme grille de lecture que de toute façon, tout ce qui se joue là, c'est pas l'avenir du gouvernement François Bayrou, c'est l'avenir du rapport de force qu'il y a entre les deux gauches de gouvernement, alors la question, on la pose totalement différemment.
Et par contre, si la gauche, effectivement, continue de se tirer dans les pattes, là, peut-être que Macron pourrait redissoudre. Ouais. Là, il pourrait. Pour moi, c'est le seul cas de figure. Ils vont reprovoquer la dissolution, non pas en ayant la fin de François Bayrou, potentiellement, mais en ayant leur propre fin, quoi, ce qui serait absolument terrible. Moi, la question que je me pose, surtout, c'est quid de Europe Écologie Les Verts et du PCF dans cette histoire, parce que on se retrouve dans une histoire, dans un moment, où quand même, il n'y a pas 2 semaines, Jean-Luc Mélenchon insultait le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et la CGT d'ailleurs, d'être des suppôts du PS. Pourtant, le PCF et Europe Écologie Les Verts ont voté la censure. Voilà. Oui, ils sont unionistes, mais du coup, ils se font taper dessus par LFI quand même très régulièrement. On le revoit d'ailleurs pour l'élection de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. En se faisant traiter de suppôts du PS, alors qu'ils suivent pas du tout la même stratégie que le PS. En fait, Europe Écologie Les Verts et le PCF suivent une stratégie qui est la leur, mais qui pourrait être perçue et qui pourrait être définie par certains situés en dehors de en même temps. En même temps LFI et en même temps PS, hein, bravo. Vous bouffez à tous les râteliers. On verra, hein. Mais moi, ça me met de travers. Ça me met de travers. Pourquoi la gauche n'est pas contre l'immigration en vrai? Pourquoi veux-tu qu'elle soit contre l'immigration, la gauche? Elle l'a été, historiquement, pour certains partis de gauche l'ont été. Hein. Une immigration de besoins contrôlés. Donc ça veut dire, on trie les gens, lui il a le droit de rentrer, lui il a pas le droit, lui il a le droit, lui il a pas le droit, et sur des critères, quels critères? Non. Non, moi je suis pour que tous ceux qui veulent... Ça va peut-être te choquer, mais moi, tous ceux qui veulent venir en France, tant qu'il y a la place, qu'ils viennent. Hein. J'ai beaucoup joué à Victoria 3, tu sais. Je sais qu'on a besoin de main d'œuvre. Tout le monde rentre? Oui. Bah oui. Ou tout le monde part d'ailleurs. Hein. En fait, l'immigration ne devrait même pas être légale ou illégale. Non. Comment on détermine qu'on a de la place? On en a. Voilà. Moi, j'ai déterminé. T'inquiète, fais-moi confiance. C'est marrant comme c'est obsédant ces questions d'immigration. Toujours. Alors que je crois, c'est quoi 2% de plus d'entrées sur le territoire qu'il y avait un temps, un truc comme ça. En fait, on a une immigration qui est stable. Voilà. Donc, ça me termine. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a plein de villages abandonnés. Je suis sûr que ces villages seraient très contents d'être restaurés par tout un tas de populations de l'extérieur qui cherchent des villages où s'installer. J'en suis absolument convaincu. On a des logements vacants, certes, mais pas suffisamment. On a de la place, t'inquiète. Tu peux pas opposer la crise du logement, qui est une crise du capitalisme, à une crise de la rente avec l'immigration. Tu vas pas interdire aux immigrés de rentrer parce que les rentiers font n'importe quoi dans ce pays. Et dans ce cas-là, le problème, c'est les rentiers, c'est pas les immigrés, quoi. Enfin, au bout d'un moment, non? Et le fameux no SDF, hein, bien sûr. On n'a jamais eu autant de SDF d'ailleurs. À un moment où on a quand même un président qui nous a dit qu'il allait régler le problème. Il n'y aura plus un SDF dehors. Terrible.
L'immigration n'est pas un choix, donc à moins de décider de tirer sur des gens pour les empêcher d'entrer, tu peux rien faire réellement. Et puis en vrai, si les gens veulent venir, choisissent la France et veulent venir s'y installer, veulent pour tout un tas de raisons, considèrent que dans leur pays ce n'est plus possible et qu'ils font ce choix de tout quitter pour venir ici, et vous rendez-vous compte le sacrifice. En fait, on devrait, moi je trouve qu'on devrait justement avoir conscience de la valeur de cette difficulté, mais aussi de cette détresse qui te pousse quand même à prendre cette décision, et ils t'ont choisi pour venir là. Bah moi je trouve ça plutôt on devrait se sentir redevable quelque part, hein. Vraiment, je suis désolé, hein, ouais, le mot est peut-être mal choisi, il y en a peut-être d'autres, et on devrait leur trouver une place tant qu'on a de la place à leur donner, quoi. Ces gens-là ont décidé de te donner leur force de travail. Enfin, je sais pas, flatteur, ouais, flatteur. Et oui, et en plus, il y a ce truc, moi ça me fait penser quand j'habitais en Autriche, où les Autrichiens, ils étaient en mode ah oui, ils font chier les immigrés qui traversent tous les Balkans pour venir en Autriche, blablabla, pour profiter de nos lois. Les lois en Autriche, elles sont nulles à chier. Les lois en Autriche, elles sont nulles à chier. Tu travailles plus que dans plein d'autres pays de l'Union européenne. Il faut cotiser le double quand t'es immigré. Et surtout, les immigrés savent même pas que l'Autriche, ça existe. Et j'étais en mode, mais écoutez-vous parler, quoi. Vous croyez vraiment que tout le monde dans le monde, il arrive à mettre votre pays sur une carte? Arrêtez voir. Enfin, genre, au bout d'un moment, redescendez, quoi. Alors, c'est bon, hein, vous êtes pas... Enfin, tranquille, quoi. Et les gens, moi, quand je bossais, du coup, en Autriche, moi, j'ai bossé dans des cuisines des cuisines d'hôtellerie. Alors, je peux vous dire, j'en ai croisé des immigrés. La plupart des gens me confirmaient à peu près le scénario. Ces gens-là ne savaient même pas que l'Autriche existait avant d'arriver en Autriche. Et beaucoup de ces gens-là se sont retrouvés à rester pour un concours de circonstances et pour tout un tas de raisons, alors que la plupart voulaient rejoindre l'Angleterre. Non, mais c'est pas que c'est méprisant pour l'Autriche, mais ça me fait penser à la Hongrie. La Hongrie détestait tellement les immigrés qu'ils les mettaient en prison. Il y a des gens, ils arrivaient sur leur territoire, la première chose qu'ils voulaient en faire, c'était le quitter pour rejoindre l'Angleterre, et ils les détestaient tellement qu'ils les forçaient à rester. Parce qu'ils voulaient vraiment les voir partir. Quand on se dit les choses comme ça, parce que c'est quand même ça, un peu la politique de Viktor Orban en matière d'immigration, c'est un délire. C'est un délire qui n'a ni queue ni tête. Ça ne tient pas debout. Enfin, au bout d'un moment... On fait tout à fait ça en France en gardant la frontière anglaise, oui. Oui, notamment. Enfin, c'est pas la même chose exactement, puisqu'en Autriche, ils ont mis des fils barbelés et ils tiraient sur des migrants, mais bon. Moi, je pense, vous voulez que je vous dise, hein, le refus de l'immigration, plus que protéger notre civilisation, c'est précisément ce qui va la faire couler. C'est précisément ce qui va la faire tomber. Même d'un point de vue capitalistique. Quand les gens ils viennent chez toi parce que tu suscites admiration, et que tu suscites envie et courtoisie, et que tu te retrouves à former des fois la moitié de l'élite d'un pays, bah, rends-toi compte de ton pouvoir sur le monde. Rends-toi compte. Décider de rester tous entre nous, tout fermé, là, tout méchant, tout aigri, franchement, je comprends pas. Donc c'est bien, d'accord, on vit dans un pays de racistes, avec François Bayrou qui courtise le RN comme Michel Barnier l'avait fait, et ça marche. C'est dans l'air du temps. Mais on est vraiment un pays de dégénérés, hein, vraiment, sur ces questions-là, je vous jure. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il n'y a pas que des racistes. Le racisme a quand même bonne presse en ce moment. Mais non, il n'y a pas que des racistes, t'as raison. Il y a aussi des homophobes. Il y a aussi les transphobes. Il y a aussi les misogynes. Ça en fait... il y a toutes les 7 familles. Hein.
Ah ouais, non, mais bien sûr. J'oublie l'abstention, mais là, je parle pas de votants. Je te parle pas de votants, là. Je parle pas en termes de... Là, je parle pas de corps électoral. C'est quand même fou, hein. Dans un contexte où la NFP est arrivée en premier au second tour des législatives. Hein. On en est là, 6 mois plus tard. C'est fou quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment. C'est tellement zinzin, je trouve. Il y a beaucoup de solidarité, faut pas voir le verre à moitié vide. Non mais c'est bien la solidarité entre particuliers, les associations, etc. Mais tu te retrouves avec un Trump demain au pouvoir. En France. Et visiblement, ça peut arriver très vite. La solidarité doit être vachement plus difficile. Hein. Et on y est quasiment déjà. Quand tu te retrouves à avoir des élus qui considèrent que des ONG ont un agenda terroriste ou font l'apologie du terrorisme, où on se retrouve à virer des journalistes parce qu'ils parlent des otages palestiniens et que, en fait, non. Attention, les Palestiniens, ils sont pas otages, ils sont détenus. C'est les Israéliens qui sont otages. Tu te dis quand même. Quand même. Va falloir se ressaisir, hein, la gauche, là. Va falloir se sortir les doigts du cul, hein. On s'en bat les couilles, hein. Quand on sera tous dans des camps de travail, ça nous fera une belle jambe de savoir qui de Jean-Luc Mélenchon ou d'Olivier Faure avait raison, hein. Ah là là. C'est bien, ça animera nos soirées, hein. Vraiment, hein. Quand ils auront un gouvernement qui ira de Marine Le Pen à Retailleau en passant par Zemmour, ça nous fera une belle jambe, hein. Vraiment, hein. On va être contents, hein. C'est le réformisme, il nous faut des moyens d'agir plus radicaux. Bah après, aussi, on est dans une... Attends, dans un pays où, quand les gilets jaunes manifestaient, ils se faisaient arracher des mains, ils se faisaient exploser des yeux. Et globalement, c'est un sujet qui émouvait pas grand monde, quoi. Qui émouvait pas grand monde. Vous voyez bien avec l'affaire Naël. Refus d'obtempérer, il a bien cherché de se faire buter. Bah voilà. Bah quand tu pars quand t'as un pays qui est zinzin comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui me, vous voulez que je vous dise un truc? Enfin, il y a un monde là dans lequel le prochain barrage anti-RN, qui se présente comme tel et qui est réélu pour faire barrage au Rassemblement National, c'est Emmanuel Macron. Moi, j'y crois toujours. J'y crois encore. J'y crois encore qu'Emmanuel Macron va nous faire une pirouette. Ou faire je sais pas quoi. Ce sera Attal. Non, Macron va tout faire pour pas que ce soit Attal. Et le troisième mandat, ça fait 2 ans qu'ils sondent le troisième mandat. Il peut pas changer la constitution, mais après, il y a un monde dans lequel tu sais les règles. Hein. Bon, enfin, je sais pas, Général de Gaulle n'a jamais fait passer au Parlement, je crois pas, avec le quorum, des machins, des trucs, la 5ème République. Macron ne pourra pas se représenter. Mais si Macron demain il décide de s'en battre les couilles des règles,
Comme là, Trump et Elon Musk sont en train de faire aux États-Unis, là. S'il y a personne pour s'opposer, s'il y a personne pour leur dire qu'ils peuvent pas faire, bah ils peuvent faire, hein. Je vois mal Macron réussir un référendum. Moi, je voyais Macron ne pas pouvoir être élu en 2022. Après le Covid, c'était sûr que pour moi, Emmanuel Macron ne pouvait pas être élu. C'était finito. Et pourtant. Je vois même plus Macron battre Marine Le Pen en duel. Moi non plus, en vrai. Moi non plus. T'as raison, moi non plus. Oui, avant les législatives, personne ne pourrait s'imaginer qu'il ne pourrait pas respecter les résultats des élections, c'est vrai. Tout à fait vrai. Puis on pensait pas non plus qu'un président pouvait ne pas faire campagne pour être élu. Il a pas fait campagne. Il a refusé tous les débats. Il est plus impopulaire que jamais. Mais il était déjà impopulaire avant d'être réélu en 2022. Mais qu'on a la cote de popularité de Macron. Macron est à 21%. Macron est au plus bas qu'il n'a jamais été. Enfin, pour ce mandat. Macron, il a été élu, quand Macron a été élu, il était à 27% de cote de popularité. Non? Non, pardon, non, il était à 42, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Le pourcentage de très mécontents d'Emmanuel Macron a diminué au mois de janvier. Voilà. Faut savoir. Je te trouve un peu d'élu à imaginer qu'il arrivera à se représenter en 2027. Mais tout est possible en fait. Moi, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir en termes de règles. Faut pas réfléchir en termes de règles, faut réfléchir de jusqu'où il est prêt à aller pour rester. Et moi, je pense qu'il est prêt à faire beaucoup de choses pour rester. C'est comme ça que je réfléchis. C'est pas quelles sont les règles possibles. Parce que je pense pas que les règles du jeu, elles sont immuables hein, pour lui. Et encore moins aujourd'hui, ou que ce soit en Europe. On est quand même dans une époque où l'un de tes alliés de l'OTAN peut décider de vouloir annexer une partie de ton territoire et où visiblement ça n'émeut pas grand monde. Donc bon. Il fait pas ce qu'il veut. Bah disons qu'il a une marge de manœuvre de plus en plus grande, y compris sur la question des règles. Il doit être soutenu par les médias ou par les milliardaires. Ah oui, parce qu'il ne l'est pas actuellement. Euh... Les milliardaires sont pas cons, ils vont pas risquer une crise institutionnelle encore plus forte. Non mais t'es un ouf toi. Euh, Trump a voulu augmenter les droits de douane et il baisse les impôts sur les sociétés et on s'est retrouvé avec des milliardaires qui nous ont fait du chantage fiscal en menaçant de partir aux États-Unis. Là, il y a une semaine.
Mais évidemment que si. Bon, selon le dernier sondage IFOP qui date quand même d'il y a un mois et demi, si Emmanuel Macron se représentait aujourd'hui, il ferait entre 20 et 25% quand même. Ce qui est pas mal. Jean-Luc Mélenchon ferait 12. Le Pen ferait 38, selon le sondage IFOP du 6 au 9 décembre. 38%. Ouais. La seule chose de positive, c'est que la gauche unie pourrait potentiellement se qualifier au second tour. C'est pas dit, mais elle pourrait. Elle pourrait, on serait juste, mais elle pourrait. Ramer les sondages. Bah, je suis désolé, faut en parler des sondages. C'est sur la base des derniers résultats électoraux et des sondages que Louis Boyard pensait pouvoir gagner seul. Hein. Qu'il a perdu. On rappelle. Les sondages, ça donne des tendances, pas des prédictions. Ah oui, bien sûr. Je dis juste que... on peut parler de tendances, du coup. Marine Le Pen a gagné depuis la dissolution entre 4 et 6%, entre 4 et 6% d'intention de vote. Elle est en dynamique. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a perdu 4%. Et il est en dynamique basse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les résultats ne sont pas les sondages, voilà. On peut pas prédire les résultats sur un sondage. Par contre, on peut à peu près se dire, lui c'est un bon cheval, lui c'est pas un bon cheval. Voilà. Plus on parle de sondage dans les médias, plus le RN monte. Non, on a toujours parlé de sondage dans les médias. On en a toujours parlé. Vraiment. Le RN et le PS soutiennent le nouveau budget de Macron. Ils soutiennent pas vraiment. Voilà, je peux me permettre quand même. Le PS ne soutient pas vraiment le nouveau budget. Malgré tout. Par contre, ils n'ont pas eu le courage de l'affirmer un peu plus frontalement. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est même pas une question de courage, comme je vous l'ai dit. C'est pas une question de courage, parce que de notre prisme à nous, c'est un manque de courage. De leur prisme à eux, c'est un choix responsable. Vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Voilà, c'est ce qu'ils vont vous dire. Et je sais qu'il y a un budget. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Je sais qu'il y a un budget. Et je sais que ne pas voter ce budget-là ne voulait pas dire absence totale de budget. Et on me l'a redit hier, on m'a dit oui, mais on allait quand même pas risquer de pas pouvoir payer les fonctionnaires. Je dis, mais c'est pas les États-Unis ici. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les gens ils se mettent en tête que c'est comme ça que ça fonctionne.